Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché ce mercredi sur le cas du Burundi. À cette occasion, l'envoyé spécial de l'ONU Michel Kafando s'est dit optimiste pour la résolution de la crise dans le pays. Deux marches organisées à Nouakchott par une coalition opposée au référendum constitutionnel du 5 août prochain et interdites par les autorités ont été durement réprimées ce mercredi soir. Et puis la Tunisie a adopté ce mercredi une loi contre les violences faites aux femmes, ce qui représente une victoire pour les associations féministes. Les forces spéciales du contingent bangladais devraient arriver à Bengassou vers la fin de la semaine, indique la MINUSCA. Cette unité d'élite, qui a déjà opéré à Bembari et à Ipi l'hiver dernier, au moment le plus tendu entre factions de l'Est Séléka, sera appuyée par des casques bleus gabonais ainsi que par une unité de la police rwandaise. Leur mission est de rétablir l'ordre et protéger les populations de cette ville située à plus de 700 km de Bangui et qui vit dans le chaos depuis le mois de mai. Alors que le contingent marocain est quotidiennement harcelé par les groupes d'autodéfense qui contrôlent la ville, les populations musulmanes réfugiées à côté de la cathédrale de Bengassou manquent de tout et sont elles-mêmes encerclées par leurs assaillants. En signe d'exaspération, un petit nombre de ces déplacés avaient pillé l'échevêché et détruit des biens de l'église le week-end dernier. Pour l'abbé Florentin Nzigazo, qui est toujours sur place, il est urgent que les forces spéciales de la MINUSCA arrivent. Le religieux se dit incertain pour sa sécurité ainsi que pour les quelques membres du clergé restés sur place. Un haut gradé de la MINUSCA a prévenu « On ne va pas se laisser faire, ce ne sont pas ces autodéfenses qui vont gagner ». La situation au Burundi était au cœur d'une discussion ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi a présenté son premier briefing sur la situation du pays. Michel Kafando estime que pour une sortie de crise, le gouvernement burundais doit accepter le dialogue inclusif. Il dit avoir rencontré l'ensemble des personnalités impliquées dans cette crise et que cela lui a permis de retenir quelques pistes de sortie de crise dont le dialogue avec l'opposition en exil et celle vivant dans le pays. Pour Michel Kafando, l'accord d'Arusha doit cependant demeurer la norme de référence. En ce qui le concerne, le président de la Commission de consolidation de la paix au Burundi s'est appesanti sur le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression et le problème de l'accès à l'aide humanitaire. Le représentant du Burundi près l'ONU a pour sa part plaidé pour la gestion de la crise par un processus de dialogue pour résoudre les questions politiques afin de reconquérir la confiance des partenaires du pays. Il s'avère que nous avons assisté le samedi 22 juillet 2017 à un vaudeville qui traduit la volonté malveillante du pouvoir à instrumentaliser les CENSA pour en faire sa chambre d'enregistrement et de sabordage du processus électoral. En effet, aussi bien le processus de désignation que le profil de la personne désignée jette un sérieux doute sur la volonté du président de la République et de sa majorité à favoriser la cohésion nationale et surtout à conduire le pays vers des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées dans le délai fixé par l'accord du 31 décembre 2016. Cette gouvernance malveillante, en déséquilibre permanent, est dangereuse pour le pays, son avenir et ses institutions. Elle achève de convaincre le Front pour le respect de la Constitution, de la mauvaise foi et de la détermination de la majorité actuelle de conduire le pays vers l'instabilité et le chaos. Le Front dénonce les caractères irréguliers
du processus de désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord et récuse la personnalité désignée. Le Front renonce au poste de vice-président lui confié et félicite ses délégués qui ont refusé de participer à cette mascarade en dénonçant dans la salle ces vaudevilles. Karim Meïssa Wade a beaucoup fait pour la banlieue et particulièrement pour Keur Massar. Il est notre candidat pour 2019, mais à travers lui, nous soutenons la coalition gagnante Wattu Sénégal dirigée par le président Abdoulaye Wade, qui est son père. Donc nous sommes des karimistes derrière Abdoulaye Wade. Wade, c'est un icône de ce pays. Oui. C'est quelqu'un qui est là, qui a tout fait pour son pays, qui est le bâtisseur de la démocratie du Sénégal. S'il y a aujourd'hui, aux élections législatives, 47 listes, c'est grâce à Wade. Nous travaillons pour Karim Wade. Abdoulaye Wade, il est venu seulement pour nous soutenir et on sait qu'Abdoulaye Wade, c'est un vieux sage et après ces élections, il va encore se reposer. Tout ce qu'on fait, c'est pour vraiment faire revenir Karim Wade et que Karim Wade travaille pour ce pays. Les marches ont été organisées dans 2 départements de la capitale, Sabka au sud-ouest et Arafat au nord, par la nouvelle coalition dite Coordination de l'opposition démocratique, créée pour faire échec au référendum. La police est intervenue pour disperser les manifestants en faisant usage de bombes lacrymogènes et de matraques, faisant 8 blessés dont 4 graves, dont des dirigeants de partis et de mouvements qui composent la coalition, a affirmé à l'agence France Presse leur porte-parole, Saleh Ould Enana. Nous avons avisé les autorités de notre décision d'organiser notre programme de meeting et de marche comme le veut la loi, mais le régime despotique fait fi des lois et règlements, s'est insurgé l'opposant. Les partis qui composent la coalition ont décidé de faire une campagne pour un boycott actif du référendum, appelant leurs militants à ne pas aller voter le 5 août, espérant ainsi influer sur le taux de participation et de la sorte faire invalider le vote. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, qui continue ses meetings à l'intérieur du pays en faveur des amendements constitutionnels proposés, a vivement attaqué mercredi l'opposition, estimant qu'elle avait totalement échoué et l'accusant de chercher à créer le chaos dans le pays. Près d'1,4 million de Mauritaniens sont appelés à se prononcer sur ces changements constitutionnels pour lesquels 2 urnes sont prévues. L'une pour les principaux amendements et l'autre pour la modification du drapeau national selon la commission électorale. Dite intégrale, la loi contre les violences faites aux femmes couvre un large éventail de violations. Elle représente une victoire pour les associations féministes qui réclamaient son adoption depuis des années. Votée à l'unanimité des élus présents, soit 146 voix pour, sur 217 députés, après de longs débats et tractations, la loi reconnaît non seulement les violences physiques, mais aussi psychologiques et économiques. Elle reconnaît également le rôle des médias et de l'éducation dans la prévention des violences. Aussi, cette loi abroge une disposition très controversée du Code pénal qui permettait à un violeur d'épouser sa victime mineure pour échapper aux poursuites. Mais pour plusieurs militants des droits de l'homme, la loi ne suffit pas et le combat n'est pas terminé. Tout en se félicitant du vote de cette loi, ils reconnaissent qu'il sera difficile de faire évoluer les mentalités. Selon une étude réalisée par un établissement public, près d'une femme sur 2 en Tunisie dit avoir déjà subi une ou plusieurs formes de violence. La Tunisie est considérée comme une pionnière en matière de droits des femmes dans le monde arabe et la nouvelle constitution adoptée en 2014 stipule que les citoyens et citoyennes sont égaux en droits et devoirs. À peine remis de ses blessures en plein visage lors d'une manifestation à Caracas, le jeune Willy Arteaga, violon en main, a aussitôt rejoint ses pairs pour une fois encore manifester contre le régime au pouvoir. C'est très tendu. Je me sens un peu inutile, un peu vulnérable, mais je suis quand même ici. Je resterai le temps qu'il faudra. Jouer de la musique pour que les gars ne se sentent pas seuls. Malgré les risques, le jeune Willy et sa suite estiment
qu'il ne faut pas baisser la garde, mais continuer à batailler jusqu'à pousser le gouvernement dans ses derniers retranchements. Je suis ici pour lancer un appel aux dirigeants, pour qu'ils viennent voir ce qui se passe. C'est une bataille pour la liberté du Venezuela, pas à travers une caméra ou à travers une vidéo sur Instagram, pour voir ceux qui sont ici et qui font tout pour le Venezuela. Le violoniste a gagné en notoriété aux funérailles d'Armando Canizales, formé comme lui dans un orchestre junior et abattu le 3 mai au cours d'une manifestation à Caracas. Les relais 4 x 100 mètres masculins et féminins ivoiriens avec Marie-Josée Talou en vedette ont mis le feu au stade d'Abidjan. Entre 3 et 4 000 spectateurs ont poussé la sprinteuse 4e du 100 et 200 mètres aux Jeux de Rio, dernière relayeuse ivoirienne à franchir la ligne avec une large avance sur les Camerounaises et Canadiennes. C'est pas la première fois que je cours ici, mais avec ce public, c'est une chaleur en fait. Et c'était vraiment normal que je vienne soutenir les filles et amener quand même une première médaille pour ces championnats pour la Côte d'Ivoire. Cette victoire, ça représente beaucoup pour moi et les autres patriotes, a ajouté Talou qui s'est imposé sur 200 mètres à Monaco la semaine dernière. Je vise une médaille à Londres, a affirmé la sprinteuse qui sera une des favorites des mondiaux sur 100 comme 200 mètres. Elle ne s'était pas alignée en individuel sur ces Jeux de la francophonie pour ne pas hypothéquer ses chances londoniennes. Elle a néanmoins fait le déplacement au pays, contrairement à ses deux collègues sprinteurs qui ont également des ambitions à Londres, Muriel Aouré et Ben Youssef Meïté. Les garçons ivoiriens, eux, n'ont pas eu besoin de leur star pour s'imposer. Grâce à l'encouragement du public, qui m'ont soutenu, qui ne m'ont pas laissé tomber, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec la médaille d'or, merci le bon Dieu. Parmi les autres résultats, Marthe Koala, qui défendra les couleurs du Burkina Faso dans l'heptathlon à Londres, s'est imposée sur 100 mètres haies d'un cheveu devant la Française Pauline Leit, alors que les Marocaines Fawa Sidi Madane et Oumeima Saoud, 6e la veille sur 800 mètres, ont signé un doublé sur 3000 mètres steeple.